Merci, c'est Aziz, merci. Voilà, donc je vais essayer donc, de balayer donc, ce plan-là. Donc je vais parler donc, de quelques notions de base relatives au traitement de signal, structure d'un système d'acquisition, les communications sans fil et quelques smart applications. Et comme j'ai dit, donc on va finir par une présentation que vont présenter donc, un groupe de mes étudiants ici présents. Voilà, c'est quoi un signal? Donc, je crois que tout le monde connaît la définition. Donc, un signal, c'est un support d'information. C'est une entité qui véhicule une information. Et bon, les domaines d'application sont nombreux. Donc, le traitement de signal, il est présent dans le domaine des télécommunications, les multimédias, l'imagerie médicale, le secteur automobile. Donc, presque partout, le traitement de signal, il est partout. Bien sûr, donc un signal, donc il peut provenir d'un phénomène physique comme il peut provenir de quelques réalisations technologiques humaines. Et on ne peut pas faire de traitement de signal sans faire appel à des formalismes mathématiques et on ne peut pas faire également de traitement de signal sans faire appel à des outils informatiques. Hein. Bon, classification des signaux, il y a plusieurs types de classification. Il y a une classification phénoménologique, classification énergétique, classification typologique, classification, etc. Il y a plusieurs types de classification. Donc, pour les signaux, donc, on trouve deux catégories de signaux. Donc, on trouve des signaux déterministes et des signaux aléatoires. Et dans le cas des signaux déterministes, on peut donc distinguer entre les signaux périodiques et les signaux non périodiques. Donc, pour les signaux périodiques, donc signaux simples comme un signal sinusoïdal ou des signaux composites. Pour les signaux aléatoires, donc on peut trouver des signaux stationnaires. Donc, un signal ou un processus stationnaire. Donc, un processus, c'est quoi par rapport à un signal? C'est tout simplement un ensemble de réalisations. Donc, et un signal stationnaire, donc ça veut dire que les paramètres statistiques sont quasiment indépendants des temps. Donc, il y a également, on trouve des signaux ergodiques ou bien des signaux non ergodiques. Donc, les signaux ergodiques, lorsqu'on confond donc, les moyennes ou bien les paramètres statistiques aux paramètres temporels. Donc, je vais rapidement, parce qu'on me souffle d'aller plus rapidement. Donc, voilà, donc ça, c'est un phénomène, donc un signal aléatoire. Donc, un signal déterministe, il est régi par une loi bien définie, alors qu'un signal aléatoire, il est imprévisible. Donc, son comportement est imprévisible. Donc, ça, c'est ce que je viens de dire. Donc, là, je vois, donc, ici, j'ai essayé de présenter donc, quelques signaux donc, qui ne satisfont pas donc, à la caractéristique de la stationnarité. Donc, voilà, parce que ici, donc, dans la première figure en haut, donc, on trouve donc, un signal dont la moyenne n'est pas constante. Donc, pour l'autre signal, la variance n'est pas constante. Donc, l'autocorrélation n'est pas constante. Donc, ce n'est pas un signal qui est... Donc là, ici, donc c'est tout simplement, donc on essaie donc de nous intéresser à l'ergodicité. Donc les outils mathématiques permettant donc de traiter un signal aléatoire, c'est les moyennes statistiques, c'est l'espérance, la variance, la covariance, l'autocorrélation, l'intercorrélation, etc. Donc je vais aller plus rapidement. Donc voilà, donc ça c'est quelques définitions que je crois que tout le monde connaît. Hein? Ah d'accord. D'accord, très bien. Donc, ok, d'accord. On peut s'intéresser également à la densité spectrale de puissance d'un signal. C'est quoi la densité spectrale d'un signal? C'est tout simplement la transformée de Fourier de la fonction d'autocorrélation. Donc, quel est l'intérêt de la fonction d'autocorrélation? C'est tout simplement un moyen qui permet de tester la similitude entre deux signaux ou bien entre les répliques d'un signal. La fonction d'autocorrélation, bien sûr, c'est la transformée inverse de... Voici un exemple ici qui permet donc donc ça c'est un schéma donc qui résume un peu donc le rôle de la fonction d'autocorrélation et on voit bien donc pour le motif deuxième motif on voit bien donc une similitude entre une portion du signal et la réplique interne. Les outils mathématiques nécessaires pour caractériser un signal, donc on ne peut pas échapper donc, des séries de Fourier, on ne peut pas échapper des transformées de Fourier. Donc ça, c'est dans le cas où on a affaire à des signaux analogiques. Dans le cas où on a affaire à des signaux numériques, bien sûr, l'outil adéquat, c'est la transformée en Z, c'est la transformée de Fourier discrète, et également quelques algorithmes tels que l'algorithme FFT, donc Fast Fourier Transform.
Également, on peut faire appel à la transformée, donc pour caractériser des signaux, on peut faire appel à la transformée en nom de lettres, la convolution, la corrélation. Donc ce matin, donc, nos amis parlaient de la convolution. Donc la convolution, ça permet en quelque sorte de trouver l'interaction entre deux signaux ou bien l'interaction entre un signal et système. Donc ce matin, avec le professeur Misteri et Sinasruddin, voilà, il vient de nous joindre. Comme j'ai dit, donc voilà, donc l'outil mathématique indispensable pour pouvoir caractériser ou analyser un signal, c'est les séries de Fourier et les séries transformées de Fourier. C'est un outil qui permet donc de faire le lien entre une vision temporelle et une vision spectrale. Bon, voilà, donc ici, donc voilà, donc ce schéma-là, donc il me montre comme quoi le signal à gauche, ce n'est rien d'autre que la composition de trois signaux. Donc ici, bon, une vision temporelle, une vision spectrale d'un signal. Donc pour les séries de Fourier, lorsqu'on a, comme j'ai dit, lorsqu'on a affaire à des signaux périodiques, donc c'est les séries de Fourier. Lorsqu'on a affaire à des signaux non périodiques, donc là on fait appel à la transformée de Fourier. Pour les séries de Fourier, donc on peut trouver trois formes, donc la forme trigonométrique, la forme exponentielle et la forme polaire. Donc ça, c'est un exemple qui montre en quelque sorte la composition spectrale de chacun de ces signaux. Donc ici, c'est un exemple donc, que je donne à mes étudiants à partir de cet exemple. Donc là, à travers cet exemple, donc à partir des développements en série de Fourier d'un signal, on peut remonter à l'origine, au signal temporel. Et là, c'est un exemple qui est fait sous Python. Voilà, donc la même chose, donc je redis la même chose, je vais rapidement. Donc là, il y a également un théorème très pratique, donc qui s'appelle théorème de Parseval. Donc ça, c'est un théorème qui permet en quelque sorte de donner une relation entre la puissance temporelle et la puissance fréquentielle. Et comme ça, il y a une conservation donc, de la puissance temporelle et la puissance... oui. CL2, oui, bien sûr, CL2. Exactement, exactement. Qu'est-ce que j'ai dit là-dessus? Donc là, c'est quelques définitions, donc quelques propriétés plutôt, quelques propriétés de la transformée de Fourier. Et là, donc, bon, comment il fonctionne. Voilà. Donc là, c'est tout simplement une propriété très importante qui nous simplifie la vie, c'est que la transformée de Fourier d'un produit de convolution, ce n'est rien d'autre que le produit des transformées d'un signal. Donc ça simplifie énormément le travail. Donc ici, on voit bien, donc ici, la transformée de Fourier d'un signal. Vous voyez, donc ici, regardez, donc ça, c'est un signal qui est basse fréquence, et on voit que les composantes spectrales de ce signal, donc ici, on a la composante positive et la composante négative, et on voit bien que ce sont des fréquences qui sont proches de l'origine. Au fur et à mesure qu'on augmente en fréquence, vous voyez ici, donc on a une vision temporelle, donc ici un signal ayant une fréquence beaucoup plus élevée que celui-là, et vous voyez donc que la fréquence commence à s'éloigner donc par rapport à l'origine. Donc ça, c'est un signal qui est quasiment aléatoire, et on voit bien sa composition spectrale. Donc tout ça, c'est les transformées de Fourier. Bon, maintenant, comment peut-on appliquer la transformée de Fourier donc, sur des systèmes numériques tels que les ordinateurs, les tablettes, les microcontrôleurs, les processeurs? Donc là, il faut faire appel à la transformée de Fourier discrète. Donc voici la définition de la transformée de Fourier. Donc K ici, donc ça c'est tout simplement un pas fréquentiel. M c'est un pas temporel. Donc la transformée de Fourier discrète, sa transformée inverse, et on voit bien donc la relation entre les échantillons temporels et les échantillons fréquentiels. Quelques propriétés donc de la transformée de Fourier discrète, la linéarité, le décalage temporel, fréquentiel, relation de Parseval, symétrie, etc. Donc ça, c'est un exemple didactique que je donne à mes étudiants donc pour voir, pour comprendre l'utilisation de la transformée de Fourier discrète. Donc à partir d'une séquence temporelle, donc on calcule donc les échantillons fréquentiels.
quelques propriétés de la transformée de Fourier discrète. Donc cette méthode de transformée de Fourier discrète, donc je suppose que quelques-uns parmi vous donc, ont eu déjà l'occasion de travailler sur la transformée de Fourier discrète et vous vous êtes rendu compte que cette méthode elle est très gourmande en termes de calcul, en termes de nombre d'opérations d'addition, de multiplication. Comment peut-on réduire cette complexité de calcul? Tout simplement en faisant appel à l'algorithme FFT. Donc c'est un algorithme qui a été développé dans le siècle dernier, donc les années 60, 1964 je crois. Donc cet algorithme il est basé sur la séparation des termes de rang pair et de rang impair, et comme ça on peut gagner en termes de complexité de calcul. Donc ça, c'est un moyen qui permet de simplifier donc l'utilisation de l'algorithme FFT. Donc c'est ce qu'on appelle le diagramme en papillon. Et on remarque bien, regardez bien, donc ici on a nos échantillons temporels. Ces échantillons temporels ne sont pas ordonnés, vous voyez, donc ça c'est un interlacement temporel, alors que les échantillons fréquentiels sont bien ordonnés. Donc ça c'est un moyen qui permet en quelque sorte de donner la répartition de nos échantillons temporels. On peut procéder donc à un interlacement fréquentiel. Donc il y a les deux, dans la littérature on trouve les deux. Bon, ça c'est un exemple donc didactique qui permet en quelque sorte de trouver donc la transformée de Fourier discrète pour un nombre n égal à 4. Donc 4 échantillons. Bon, le diagramme de papillon, etc. Donc ça c'est un programme. C'est quel langage déjà? Donc je ne me rappelle plus. Est-ce que bon, c'est plus, c'est déjà indiqué. C'est déjà indiqué. Parce que bon, je fais le tour avec tous les langages, C++, MATLAB, Python, tout ça, pour enrichir en quelque sorte le bagage chez nos étudiants. Bon, ça c'est regardez, donc ça c'est un signal temporel et on calcule donc son FFT. Donc voici donc le comportement spectral de ce signal-là. Et on a essayé donc de superposer donc un bruit à ce signal, ok? Et on essaie en quelque sorte de filtrer ce signal. Regardez, donc lorsqu'on a superposé, donc on voit bien donc ici l'effet des bruits. Donc là, on voit bien l'effet des bruits. Et si on filtre, bien sûr, donc si on fixe un C, donc on peut éliminer ce bruit. On peut retrouver donc la forme initiale donc du signal. Bon, ça c'est MATLAB. Ça, c'est MATLAB, donc c'est le code relatif à cette opération que je viens de citer. OK? Même chose, bon, c'est le code. Voilà, ici, c'est un tableau qui résume un peu la complexité. Donc, regardez, donc, lorsqu'on a affaire donc, à la transformée de Fourier discrète, la complexité, elle est de l'ordre de N2. Alors que lorsqu'on fait appel à la FFT, à l'algorithme FFT, on réduit énormément donc, la complexité et vous voyez bien donc, sous vos yeux donc, ici la réduction de la complexité. D'accord? Donc n'hésitez pas à m'arrêter, donc si quelque chose qui cloche, vous pouvez m'arrêter. Donc voilà maintenant qu'est-ce qu'on va faire avec ce signal. Bien sûr, ce signal il va interagir avec un système. Et nous, on ne va pas prendre des systèmes beaucoup compliqués, donc on va prendre des systèmes simples. Et surtout, c'est ce qu'on appelle des systèmes linéaires, donc, et invariants dans le temps. Qu'est-ce que ça veut dire un système linéaire? Tout à l'heure, M. Sophie, mon collègue Sophie, il a parlé, donc un système linéaire, c'est un système qui obéit au principe de superposition. Et invariant dans le temps, que je parle maintenant dans mon micro, que je parle une heure après, donc ça ne change rien. Hein? Okay? Donc, la relation entre l'interaction entre un système, donc un système, il est caractérisé par ce qu'on appelle sa réponse impulsionnelle. Donc j'applique à mon système donc, une impulsion de Dirac. J'ai oublié de vous dire donc les distributions aussi font partie des outils donc, permettant de caractériser et d'analyser un signal. Donc ici, donc l'impulsion de Dirac, lorsque j'applique à mon système une impulsion de Dirac, ce système il va réagir et cette sortie ce n'est rien d'autre que la réponse à l'impulsion. Et maintenant, si j'applique n'importe quel signal à mon système,
Donc la sortie, ce n'est rien d'autre que la convolution, ok, de l'entrée avec la réponse impulsionnelle de... Exactement, exactement. Vous avez parlé ce matin de cette... Exactement. Exactement. Et là, donc j'ai donné, donc ça c'est pour les systèmes continus, et ça c'est pour les systèmes discrets. C'est la même chose, hein. C'est pratiquement la même chose. Voilà, donc j'en ai parlé, donc on a surtout pour, comme j'ai dit, donc pour simplifier, donc on prend des systèmes simples, linéaires, invariants dans le temps, etc. Bon, ça c'est un exemple donc didactique qui montre un peu, qui démystifie la complexité des calculs relatifs à l'opération de convolution. Ok? Donc c'est tout simplement, on opère donc par un décalage dans le temps. Voilà. Donc ça, c'est les outils donc, pour les phénomènes stochastiques ou bien les signaux aléatoires. Je passe. Bon, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Bon, maintenant, pour pouvoir traiter donc, notre signal de façon numérique, donc on ne peut pas échapper à un certain nombre d'opérations. Ces opérations élémentaires, c'est l'échantillonnage et la quantification, et par la suite, le codage. Donc, comme vous pouvez le constater, donc ici, au niveau de l'échantillonnage, c'est quoi? C'est une discrétisation des domaines temporels, de l'axe des abscisses. Alors que la quantification, c'est une discrétisation de l'axe des amplitudes, de l'axe des ordonnées. Ok? Donc l'échantillonnage, c'est une discrétisation de l'axe temps. Ok? Et la quantification, c'est une discrétisation des amplitudes. Bon, donc notre signal, bien sûr, il va provenir d'un capteur, et les capteurs, il y en a énormément. Donc on peut, donc, avant de procéder donc, à l'échantillonnage, donc on doit donc, procéder à l'adaptation de notre signal, donc le filtrer, etc. Donc il faut procéder donc, à le filtrer à l'aide d'un filtre, ce qu'on appelle aliasing ou bien anti-repliement, pour éliminer donc, les bruits qui peuvent se superposer à notre signal. Et bien sûr, donc, il faut attaquer notre système, notre système. Donc, ça peut faire l'objet, donc, je ne sais pas, donc, d'un microcontrôleur, d'une carte FPGA, d'un DSP, ça peut être n'importe quoi. Également, donc, on peut faire appel à des options supplémentaires telles que intégrer donc, à notre signal donc, un système de localisation, modulation, codage, etc. Donc ça, c'est bon, pratiquement la même chose. C'est la chaîne d'acquisition, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc on a donc, notre phénomène physique, notre grandeur physique, il va passer à travers un capteur. C'est quoi un capteur? C'est tout simplement un transducteur, donc qui va convertir notre grandeur physique à un signal électrique. Et bien sûr, donc, on va procéder donc, à la mise en forme au conditionnement de notre signal, et par la suite attaquer donc, le système qui va procéder donc, à ces opérations de traitement, à savoir l'échantillonnage, quantification, codage, et par la suite on peut procéder à d'autres opérations. Bon, ça c'est quelques genres de circuits que je donne à mes étudiants pour faire ces traitements. Ils peuvent me contredire. Donc il y a le PIC, il y a l'Arduino, il y a Raspberry, il y a pas mal de choses que j'utilise dans mes cours. Bon, ça je ne parle pas. Donc les types de capteurs, est-ce qu'il s'agit d'un capteur l'effet, donc est-ce que c'est thermoélectrique, est-ce que c'est piézoélectrique, est-ce que c'est photovoltaïque, est-ce que, bon, ça c'est l'opération d'échantillonnage. Bon, je passe rapidement, donc l'échantillonnage idéal, donc ça consiste, donc l'opération d'échantillonnage, comme j'ai dit, donc c'est une opération de discrétisation dans le domaine temporel. Comment ça se traduit dans le domaine fréquentiel? Cette opération d'échantillonnage dans le domaine temporel se traduit dans le domaine fréquentiel par une répétition, bien par une duplication du spectre du signal fin dans les multiples de la fréquence d'échantillonnage. Donc on voit bien, donc ici là, donc voici notre signal temporel, une vision temporelle, son spectre, et maintenant donc on a essayé donc de l'échantillonner dans le domaine temporel. Ça se traduit quoi? Ça se traduit tout simplement par une duplication de ce motif fin les multiples de la fréquence d'échantillonnage. Bon, je passe rapidement, donc l'échantillage idéal, naturel, régulier, donc ça, je passe, je vais aller rapidement, donc c'est pas la peine.
Bien sûr, donc, pour pouvoir échantillonner un signal, il faut satisfaire ce qu'on appelle le théorème de Shannon. C'est indispensable. Donc, pour que le récepteur puisse reconstituer notre signal d'origine, donc il faut satisfaire ce théorème. Ce théorème, qu'est-ce qu'il dit? Il faut choisir donc une fréquence d'échantillonnage qui vaut au moins le double de la composante maximale de notre signal. Sinon, on serait incapable de le reconstituer. Bon, c'est les types d'échantillonnage. Bon, reconstitution, bon, je passe. Est-ce qu'il s'agit d'un interpolateur d'ordre 0, d'ordre 1, d'ordre 2, je ne sais pas quoi. Donc ça, c'est un exemple donc, pour pouvoir échantillonner et reconstituer un signal donc, à l'aide de logiciel Python. La quantification, c'est tout simplement, comme je répète, c'est une discrétisation de l'axe des amplitudes. Donc ça, c'est quelques caractéristiques des lois de quantification. Et dans ce cadre-là, on reste limité à la quantification scalaire. Et dans la quantification scalaire, on reste limité à la quantification linéaire. Parce qu'il y a la quantification vectorielle et la quantification scalaire. Et dans la quantification scalaire, on distingue entre la quantification linéaire, quantification non linéaire et la quantification non linéaire. Donc, je crois que quelques-uns parmi vous le connaissent déjà. Donc, c'est utilisé dans le domaine de la téléphonie. On distingue la loi A et la loi Mi, la téléphonie. Bon, c'est quelques exemples. Bon, maintenant, une fois qu'on a échantillonné, on a quantifié, donc on peut procéder donc, au codage. Et là, on a des bits, des séquences, des valeurs numériques, ici, là. Et on peut faire ce qu'on veut. Est-ce qu'on peut procéder donc soit à la compression, soit au codage, soit à la modulation, soit au filtrage. Donc on peut faire appel à énormément d'opérations. Donc ça, c'est pour calculer le bruit de quantification. OK. Bon, maintenant, filtrage numérique, c'est quoi un filtre numérique? Donc lorsque j'ai obtenu ma séquence numérique, donc il faut la filtrer. Donc, un filtre numérique, c'est quoi? C'est tout simplement, ça peut être réalisé de manière soft ou de manière hard. C'est une fonction qui permet d'associer à cette séquence d'entrée une autre séquence de sortie. Donc là, on voit bien donc, la relation les échantillons, un échantillon d'ordre n à la sortie en fonction des échantillons d'entrée. Et là, donc, il s'agit donc d'une opération de filtrage qu'on appelle récursif parce qu'à la fois, la sortie à un instant n, elle est en fonction des échantillons d'entrée, xn, et également de la mémoire du système. Bon, ça, c'est un filtre en quelque sorte réalisé de manière synchrone, donc échantillonnage, filtrage et reconstitution. On peut stocker donc nos échantillons et procéder donc à leur reconstitution par la suite. Et là, donc ça, c'est un système non synchrone. Bon, l'opération de filtrage fait appel donc, à un certain nombre d'opérations, bien sûr des opérations d'addition, des opérations de multiplication et des opérations de mémorisation. Et là, donc ça, c'est la structure générale d'un filtre numérique. Donc ça ressemble à un réseau de neurones. Donc vous voyez, donc ça ressemble à un réseau de neurones. L'équation générale, l'outil, je le répète, l'outil mathématique nécessaire pour caractériser ces séquences numériques, c'est la transformer en Z et la transformer inverse. Donc un schéma d'implantation d'un filtre numérique. Donc la synthèse, donc pour synthétiser un filtre numérique, on distingue deux catégories de filtres. C'est des filtres à réponse impulsionnelle finie ou bien des filtres à réponse impulsionnelle infinie. Pour synthétiser un filtre à réponse impulsionnelle finie, on peut faire appel aux séries de Fourier. Pour pouvoir synthétiser un filtre à réponse impulsionnelle infinie, on peut faire appel à d'autres méthodes telles que la transformation bilinéaire ou bien l'invariance de la réponse impulsionnelle. OK, donc filtrage, multiplication par des fenêtres, etc. Donc ça, c'est un schéma en quelque sorte pour donner à mes étudiants donc, le schéma global permettant de procéder à ce genre d'opération. Donc ça, maintenant, on a nos signaux, qu'est-ce qu'on va en faire? Là, je peux passer 10 heures, là, vous voyez, rapidement, et je ne termine pas. 10 heures et je ne termine pas. OK? Donc maintenant,
je dois transmettre mes signaux. Donc ici, donc, je peux faire appel à un certain nombre de réseaux. Donc il y a des réseaux donc, courte portée, tels que ici le NFC, la technologie NFC, Bluetooth, Zigbee, Z-Wave, et également des réseaux longue portée. Donc là, on voit ces dernières années, donc à partir des années 2010, l'émergence d'un certain nombre de réseaux qu'on appelle LP1. LP, c'est Low Power Wide Area Network. Donc c'est de l'ordre, donc surtout Sigfox et LoRa. Donc ce sont des technologies qu'on vit le jour, fin France, l'île à Toulouse, Sigfox c'était à Toulouse, et LoRa, il est acheté dernièrement par les Américains, donc ça a vu le jour à Grenoble. Ok? Donc là, les réseaux utilisés pour pouvoir transmettre nos signaux. Oui. Donc, regarde, je n'ai pas mis les réseaux 2G, 3. Normalement, ah oui. Voilà. Là, c'est low power. C'est pour transmettre. Donc, paiement. Donc, c'est privé. C'est privé. C'est privé. Donc, ce n'est pas encore déployé au Maroc. C'est déployé partout. Donc, dans des dizaines de pays. Donc, la France, le Canada, les États-Unis. Mais bientôt, ça va être déployé chez nous au Maroc. Bon, ça, c'est les spécificités. Donc, NFC, c'est pour les paiements que tout le monde connaît. OK. Wi-Fi, tout le monde connaît. Bluetooth, Zigbee, Z-Wave. OK. Donc, c'est des réseaux de courte portée donc, pour pouvoir faire communiquer donc, des équipements dans une zone bien déterminée. Donc, ça, c'est quelques spécificités de ces technologies. Donc, en termes de distance, en termes de fréquence, en termes de débit, et bon, voilà. Il y a une autre technologie donc, qu'on ne peut pas échapper, c'est la technologie Radio-Frequency Identification. Donc c'est basé sur des phénomènes d'induction entre un lecteur et un tag. C'est utilisé, vous allez voir, donc c'est utilisé, il y a pas mal de demandes d'application, on utilise, si vous patientez donc 2 minutes, même pas, ok, d'accord. Ok, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc, piste, l'antenne, lecteur, etc. Voici les domaines d'application de la RFID. Donc, vous voyez donc, tout ce qui est logistique, tout ce qui est domaine médical, tout ce qui est sécurité d'accès, tout ce qui est surveillance de bétail, tout ce qui est industrie, tout ce qui est transport. Donc, elle est utilisée dans elle n'est pas chère. Elle n'est pas chère. Ah, bien sûr. Pour le contrôle des bétails, moi maintenant, j'ai donné à mes étudiants dans le cadre de quelques mini-projets. Donc, ces derniers temps, donc, on assiste au vol des animaux chez des gens qui vivent à la campagne. Comment peut-on contourner le fléau le vol des bétails? Donc, tout simplement, hein? Bien sûr, bien. Donc, ça, c'est quelques normes liées à la technologie. Radio-fréquency identification, les fréquences, etc. Et là également, on peut contrôler, même si nos enfants, pour être sûrs qu'ils ont bien intégré leur école, qu'ils n'ont pas égaré quelque part. Donc là, tout à l'heure, si je veux, donc là, on voit bien, donc on est au niveau des pays nordiques, la Suède, Norvège, Danemark, dès l'enfance, on intègre des pistes à des humains, bien sûr, donc toute transaction se fait à l'aide de ce genre de pistes. Donc le paiement, le contrôle, l'accès, tout ça se fait à l'aide de ces pistes. Donc bon, je vais aller rapidement, donc c'est pas la peine, donc j'en ai parlé, j'ai deux mots. Je vais aller rapidement. Bon, les applications maintenant de ceci, c'est donc on peut trouver des applications partout, donc dans les smart homes. Donc, c'est la maison connectée, donc on peut tout contrôler dans notre maison. Donc, la serrure, les sports, le garage, la télésurveillance, tout ça. Donc, ça, c'est une maquette qu'on a développée donc, chez nous, ici, donc, dans le cadre des mini-projets. Donc, c'est une maquette
smart home. Ok, ça c'est les outils utilisés donc pour réaliser cette maquette. Donc ça c'est quelques organigrammes donc pour développer nos codes, les applications. Ok, et donc on peut maintenant embarquer nos applications sur un smartphone et on peut tout contrôler donc à partir d'une application qui est embarquée à bord. Donc on peut également trouver donc comme application donc dans les smart grids. Donc smart grid c'est quoi? C'est tout simplement trouver une adéquation entre tout ce qui est production, distribution et consommation énergétique, donc de rendre de façon intelligible donc ces opérations. Les smart cities, bien sûr, donc c'est le premier rôle, donc c'est la sécurité des citoyens. Donc hier, on a assisté donc à une présentation par l'un de mes étudiants, donc qui a parlé donc des smart parking, donc des parkings intelligents. Donc moi, je veux aller dans une autre ville, donc je peux donc réserver à l'avance, je peux procéder au paiement, donc je peux optimiser le chemin. Donc ça diminue le coût du gasoil, ça diminue le temps, minimise le temps, ça réduit la pollution. Donc il y a pas mal d'effets positifs pour ce genre de choses. Donc poubelles intelligentes, gestion du trafic routier, etc. Donc là, donc ça c'était le smart parking. Donc mon étudiant il en a parlé de ça dans la présentation qu'on a présentée hier. Donc ça c'est la maquette. Donc les applications également du traitement de signal dans tout ce qui est santé, domaine médical. Ok. Là c'était en mois de décembre. Donc là j'ai relevé cet article dans le site d'Al Jazeera et comme ça, donc comme quoi les Britanniques planifient donc à changer carrément la tête d'un être humain d'ici 2030. Et lui, et on en a besoin. Donc quelques exemples qu'on a réalisés ici, donc c'est les smart compteurs, donc pour gérer la consommation. Donc moi je peux contrôler ma consommation. Donc c'est les smart meters, les compteurs programmables. Ok, donc ça c'est un étudiant qui est présent ici, qui a développé donc ce smart compteur, donc en faisant appel à des transformateurs de courant, des conversions analogiques numériques, le kit qui permet de réaliser cette opération, donc et comment donc embarquer donc toutes ces données donc dans un serveur, donc on fait appel au big data, donc au cloud, etc. Donc ça c'est l'algorithme qui permet. Également donc on peut faire appliquer ça donc pour la consommation de l'eau potable. Donc ça, c'est un projet c'est une innovation qui a fait l'objet d'une compétition qui s'est déroulée, je crois, au 27 novembre. C'était une compétition organisée par Alten et mes étudiants, donc ils ont décroché le troisième prix. C'est une compétition qui s'intéresse à rendre le freinage donc progressif. Donc au lieu que ce soit tout ou rien, donc on a essayé de rendre numérique le degré de freinage. Voilà. Donc là on peut appliquer le traitement signal donc dans tout ce qui est communication inter-véhicule. Là également on est en train de travailler donc sur un sujet donc, qui me passionne beaucoup, vu que le nombre de morts suite aux piqûres de scorpions ou bien de morsures de reptiles. Donc il y a en moyenne une centaine de personnes donc, qui meurent cette année. Et là, donc, on fait appel, donc, comment dire, joindre l'utile à l'agréable. Donc, on fait appel donc, au traitement signal et à l'intelligence artificielle.